Petit conte gothique pour âme sœur et bien lunée. 9e conte gothique. À l'abri de rien. Dans cette nuit si calme, si douce, où tout est bu par le silence, la lune pleine, assurément, me rappelle l'odyssée du passeur d'aurore. Tout va bien, me dis-je, car avec la nuit, tout est possible. Et devant un tel ravissement, comment ne pas évoquer les clavecins sémantiques sur les falaises du temps? Mais une insidieuse fêlure, tout en hexagramme approximatif, distillait déjà un très subtil parfum de déclin, où la facticité des dialogues générait quelques sombres prémonitions d'hécatombe. Voilà qui s'apparente à un véritable voyage initiatique. Et c'est à mes risques et périls que je devrais affronter les rigoureux axiomes de la dissolution. Et c'est à la croisée des mondes que métamorphose, embrasement et transcendance enchaîneront le temps désenclavé, et de la dérobade du plaisir ne pourront naître que de sordides propos incohérents. Car même tout l'argent du monde ne pourrait jamais remplacer un simple sac de billes dans le cœur d'un enfant. Et c'est dans le manoir magique qu'on pourra savourer à sa juste valeur l'exquise légende des montagnes qui naviguent. Allons, allons, soyons sérieux. Qui n'a jamais rêvé d'une pizza mystique sur la route de l'Eldorado? Je vous le demande. Cela étant dit, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu pour qu'il pleuve des hamburgers? Et c'est en partance pour l'Oregon que j'apprends que le SS Manitoba ne répond plus. Eh ben, ça alors! Mais voyez-vous, ce qu'il y a de fascinant dans tout ça, c'est cette espèce de reptation à travers tout le brouillard des mirages, où les confins du monde s'épandent en voussures monumentales, très ostentatoires. Les dieux ont soif, paraît-il. Et comme nous sommes à l'abri de rien, il faut se méfier sérieusement de la fin des exils, car ainsi que le dit si bien Spinoza, une errance en dérive amène fréquemment la suppression des axes interprétatifs, laissant alors libre cours au persiflage et à l'obscurantisme le plus débridé. Il risque même fortement de s'en suivre une bizarre mégalomanie, comme on en a rarement connu. Ici, petite scène de la vie quotidienne. Nous voici en Italie, début XVIe siècle, sans doute à Florence ou peut-être à Milan. Pleine période de la grande Renaissance italienne. Et voilà, nous entrons dans l'atelier d'un certain Léonard, natif du village de Vinci. « Leonardo, Leonardo, mes plus belles salutations à toi. Ah, je vois que tu achèves le portrait de la belle Mona. C'est absolument magnifique. Et tous ces dessins sur ta table de travail, à quoi peuvent bien servir toutes ces machines? Et tous ces feuillets en langage inconnu? Sais-tu que tu es un véritable génie, Leonardo? Regarde, je t'amène un grand ami à moi. Voilà, je te le présente. Giovanni Balbisoni. Il aimerait bien te servir d'apprenti. Alors, si tu avais quelques disponibilités... Et c'est d'une humeur prime sautière que je m'en fus, tout guilleret, cueillir les fruits du silence, baignant dans l'invisible flux d'énergie irradiant en quatrains synergiques. Mais voilà-t-il pas que de tout petits bruissements dans les bosquets de glycine finirent par produire un tel tangage que je dus me cramponner ferme au bastingage, alors que plein d'ombres chinoises surgies de nulle part, fusent par les écoutilles, puis vont se perdre dans l'étrange forêt des anecdotes. Et c'est à partir de toute cette effusion spectrale que la belle Carmina, dans toute sa splendeur, m'apparut côté jardin. Et voilà qu'elle me propose un voyage en rupture de pente où, selon une approche de type atonal, toute festonnée d'époustouflants pilastres corniers, on pourrait aller rencontrer le peintre d'aquarelle dans son modeste faré polynésien. Mais voilà que toutes ces intrigues insurrectionnelles nous menèrent tout droit sur le lac aux requins, où un tireur d'élite inconsolable
nous confia tout son désarroi d'avoir bêtement raté un fabuleux tigre blanc du Bengale. En revanche, l'heure n'étant plus aux discussions oiseuses et byzantines, faites-moi plutôt un compte-rendu de votre lecture de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Ou peut-être préférez-vous discourir sur les arcanes du pouvoir. Toutefois, selon les préceptes de la magie orphique, nul ne saurait ignorer qu'au temps des déluges, l'immanence des refuges porte dans son sillage une puissante vague d'effroi, qui, une fois surmontée, procure l'éclat du royaume. Et c'est après moult et moult convulsions, proférations, vaticinations, afflictions et dérivations que le secret de Kels nous sera livré, nous donnant ainsi accès à la chanson de la ville silencieuse. Et suite à un interminable hivernage, c'est au son d'un sublime Magnificat que l'intrigante femme de l'ombre, en provenance du Mato Grosso via Tadoussac, telle une sibylle réfractaire à tous les emmerdeurs, annoncera l'irrésistible envol des anges qui, tels des sentinelles de l'air, nous prémuniront contre le double piège de la volonté de puissance et de l'expansion médiatique. Or, comme il y avait du sang sur la glace, la tristement célèbre trilogie des ombres fit planer sur nos têtes son funeste et fanatique vengeur, tel un immense bonhomme de neige inauthentique. Du moins, c'est ce que les trois petits cochons nous affirment dans leur petit carnet du rien pantoute. Seulement voilà, tant d'opulence pourrait faire craindre le pire, c'est-à-dire l'irruption d'un totalitarisme foudroyant, amenant le morcellement des certitudes, et c'est dans un feu roulant de cataclysmes, ainsi la terrible éruption de l'Érébus, que retentirent les accords puissants de Lohengrin. Mais bon, dans le jeu de la musique, comme vous le savez sans doute, Rigoletto aurait été nettement préférable. Et comme vous le savez aussi, l'argent ne dort jamais, et le doux frisoli des billets verts devient le nouveau Te Deum ascendant dans cette néo-sanctification du dollar. Prenez bien garde également à l'envoûtement pernicieux de ces nouvelles sirènes qui, pour 10 sous, vous promettent d'inoubliables extases, sachant fort bien que l'arme fatale sera le mortel tourbillon dans lequel votre âme même sera engloutie. Mieux vaut, à cet égard, vous munir d'un bon talisman en toute épreuve. Il n'y a pas si longtemps, alors que je marchais tranquillement le long d'un paisible sentier dans la nuit transfigurée, une poignante rhapsodie s'est élevée dans l'air, ce qui évoqua pour moi l'agonie du dernier samouraï, en train de crever dans un quelconque clapotis si sordide et si dérisoire. Que dire de plus sinon qu'en tant que conteur impeccable, tout s'est passé exactement comme ça, et que ce 9e conte gothique ne sera qu'un autre souvenir de moi. Et pour finir, ce petit mot de sol. Pauvre de petit moi. Pauvre de petit moi. On enregistre le titre. La face haïssable, tabarnak. Et je l'ai pogné en défaut. Le petit coup. Ça va prendre un peu de sérieux ici. Est-ce qu'on est bon? Ah ben oui. Pas sûr, c'est joué. Un petit peu tenté par le rire. Bon, un instant. Petit rire. Tu vas m'éclater de rire d'en face, je le sais, c'est. Ben non, tiens. Je le sais, je le sens.